réjouis d'être avec vous ce matin, même si c'est de manière virtuelle. Je salue toutes les personnes qui ont rejoint le colloque et notre atelier, qui est l'atelier numéro 8, qui porte sur le militantisme, la participation politique et la gouvernance. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Laura Caillé et Audrey. Malheureusement, un désistement minute du premier intervenant, Diego Uchuipo Soria, qui nous prie de l'excuser. Et donc, je vais très rapidement donner la parole à Laura Caillé, après avoir dit qu'elle est diplômée d'un master en affaires internationales de Sciences Po et d'un master en Panthéon-Assas, Paris 2, qu'elle poursuit également un doctorat en droit public à l'université d'Aix-Marseille, avec un contrat de l'IDEA, un contrat fléché, et elle a effectué ses 3 premières recherches à l'université de Georgetown, qu'elle anime le pôle Washington de l'Institut des Amériques. Pour encore 1 an, la recherche orale porte sur les demandes de droits des femmes autochtones face aux violences intersectionnelles dans des contextes de pluralisme juridique. Elle conduit notamment une enquête de terrain au Guatemala auprès des femmes autochtones mobilisées pour la défense de leurs droits et dans des instances internationales, notamment aux Nations Unies. Elle fait également partie du groupe de recherche sur les Missing and Murdered Indigenous Women de l'université de Georgetown, dirigé par Beth Jacobs. Et elle va nous parler aujourd'hui des résistances juridiques et épistémologiques des femmes autochtones des Amériques d'une critique venue des droits de l'homme pour l'interrogation. Je lui passe immédiatement la parole en la remerciant et en me réjouissant de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie et je suis ravie de prendre part à cet atelier avec Audrey Chérubin. Et puis évidemment, c'est un honneur aussi de le partager avec Jules Falquet. Je souhaiterais aussi remercier les organisateurs et les organisatrices du colloque, notamment Claire et Xavier. Du coup, l'idée de départ de cette contribution, voilà. C'est un double constat qui a trait à la fois au rôle du droit, mais aussi à l'invisibilisation construite des femmes autochtones sur la scène internationale. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par l'analyse qui est faite par Liora Israël, une sociologue du droit qui s'intéresse un peu à la dualité du droit par rapport aux formes de résistance, et dans mon cas, les résistances des femmes autochtones. Et du coup, d'un côté, le droit peut être perçu comme l'antithèse de la contestation, puisqu'il se définit comme un ensemble de règles et de conduites socialement définies qu'il faut donc suivre. Mais d'un autre côté, on voit qu'il a aussi une dimension politique et qu'il peut être une arme, un outil de contestation utilisé contre les États et plus largement contre les formes de domination. Le second constat, et j'y reviendrai un petit peu plus longuement, c'est celui de l'invisibilisation de l'activisme des femmes autochtones sur la scène internationale. Or, ce que cette contribution va chercher à montrer, c'est que les femmes autochtones comptent parmi les actrices les plus mobilisées en réalité contre les formes intersectionnelles de domination, dans des espaces à la fois internationaux comme les Nations Unies, mais aussi au niveau régional comme la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ce sont des espaces qui sont vraiment centraux pour l'élaboration et la diffusion de leurs demandes de droits, de reconnaissance et de justice. Peut-être juste une petite note concernant l'utilisation de l'expression femme autochtone des Amériques. Je voudrais préciser qu'elle n'amène pas du tout, elle ne doit pas amener à essentialiser, à une approche essentialiste, et qu'il est nécessaire évidemment de reconnaître toute la diversité de chaque peuple et de chaque mouvement de femmes autochtones. En revanche, je l'utilise un petit peu plus dans cette contribution pour refléter cette construction stratégique d'alliance entre les femmes venues de territoires différents à l'échelle des Amériques. Donc, je voudrais un petit peu parler de cette invisibilisation qui ne résiste pas en fait au constat empirique d'une participation active des femmes autochtones sur la scène onusienne. Et je voudrais revenir sur cette construction de la double invisibilisation des demandes de droits des femmes autochtones. Depuis les débuts du système onusien en 1945 jusqu'au milieu des années 90, les stratégies de résistance des femmes autochtones des Amériques sur la scène internationale ont été doublement invisibilisées, à la fois dans les discussions relatives aux droits des peuples autochtones, mais également dans celles qui portent sur les droits des femmes. Dans les entretiens que j'ai pu conduire, notamment avec des leaders autochtones, elles expliquent que les mouvements pour l'autodétermination des peuples
au niveau des Nations Unies ont pu être difficiles d'accès pour elles, notamment l'attention majoritairement portée sur les droits collectifs a eu pour conséquence d'éluder en partie leurs besoins spécifiques en tant que femmes et autochtones. Et on peut prendre pour exemple la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Alors c'est un document très important, une pierre angulaire de la protection internationale des droits des peuples autochtones et une véritable victoire aussi pour la reconnaissance de leurs droits collectifs. En revanche, elle contient un nombre très limité de droits spécifiques pour les femmes autochtones dans ses articles 21.2 et 22.1. Elle n'englobe pas les formes de discrimination auxquelles les femmes autochtones peuvent être confrontées en raison de leur genre, de leur autochtonie ou de leur situation socio-économique, notamment dans le domaine de la santé, des droits sexuels et reproductifs, de la violence, de la participation politique, du travail, entre autres. Et en fait, il y a un problème aussi avec ces deux articles, c'est qu'ils vont reconnaître les femmes autochtones comme un groupe intrinsèquement vulnérable aux côtés des enfants et des personnes âgées. Et vraiment, cette absence de lien substantiel qui est fait dans la norme juridique entre le genre et l'autochtonie permet pas la prise en compte des conditions plus structurelles qui vont créer la vulnérabilité, j'utilise des guillemets évidemment, et vont nier aussi la pertinence de l'autonomisation des femmes autochtones. Il y a une deuxième invisibilité, c'est celle qui s'est construite un petit peu dans le mouvement international des droits des femmes, qui a pendant été très longtemps dominé par les féministes occidentales. Et sur le plan normatif, la conséquence, c'est par exemple des normes comme la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui ne vont pas prendre en compte dans leurs garanties à la fois substantielles et procédurales les besoins spécifiques des femmes autochtones. Elles ne vont pas, par exemple, reconnaître le lien important qui est fait entre les droits collectifs, qui sont les droits des peuples, et les droits plus individuels, et la nécessité d'articuler les deux. Et cette double invisibilité, qui est évidemment construite, qui ne résiste pas aux faits, a pendant longtemps rendu difficile, voire inexistante, la compréhension des difficultés spécifiques et des préoccupations spécifiques des femmes autochtones. Et en plus, elle a renforcé sur la scène internationale une image un peu stéréotypée de sujets passifs en marge de la gouvernance, alors qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une émergence d'un mouvement transnational de femmes autochtones, et notamment depuis la conférence de Beijing en 1995. Et vraiment, cette conférence a constitué un moment clé de la transnationalisation des demandes de droits. Donc, cette conférence, elle s'appelle la 4e conférence mondiale sur les femmes. Et elle a permis, en amont de la conférence, un travail assez intense mené par les militantes, notamment à l'échelle locale, au travers de workshops, d'initiatives de consultation des communautés, un travail de préparation en fait. On peut par exemple citer la rencontre des femmes autochtones des Amériques qui a rassemblé près de 120 militantes venues de 19 pays du continent, et ça leur a permis de décider d'un agenda politique commun et de s'accorder sur des demandes de droits qui seraient faites quelques semaines plus tard à Beijing, concernant notamment des thématiques liées à l'autodétermination, à l'environnement, à l'accès aux services de santé ou à l'adoption de modèles de développement alternatifs. Et pendant la conférence en tant que telle, donc en 1995, les femmes autochtones des Amériques se sont rassemblées avec d'autres mouvements de femmes autochtones venues d'autres régions. Et elles avaient d'ailleurs monté une tente qui a servi d'espace de rassemblement en fait, durant toute la conférence, et dans laquelle elles ont adopté la déclaration de Beijing des femmes autochtones, donc vraiment un document critique de la déclaration qui était faite au niveau des Nations Unies. Donc un document un peu alternatif, entre guillemets, et ce document symbolique leur a permis d'évaluer les interconnexions, si on veut, entre le genre, l'autochtonie et l'environnement, qui n'étaient pas du tout traités dans le document initial de la conférence de Beijing. Et on voit ici que leur programme est extrêmement critique de ce manque de prise en compte par les organes des Nations Unies de la colonisation, des effets du néolibéralisme économique sur leurs droits, des problématiques liées à la pauvreté. Et il articule aussi des demandes assez concrètes de droits, donc par exemple reconnaître et respecter leurs droits à l'autodétermination, au territoire, au développement, à l'éducation et à la santé, à un patrimoine intellectuel et culturel, mettre fin aux violations des droits humains et à la violence contre les femmes autochtones, et puis aussi le besoin d'assurer leur participation politique. Et clairement, ce qu'on voit, c'est que cet événement illustre un phénomène un peu plus large de résistance,
qui, pour les femmes autochtones des Amériques, se joue au travers de la création d'un mouvement régional et puis d'alliances internationales. On, on observe des modes de résistance à la fois multiples et complémentaires qui jouent non seulement au cœur des institutions onusiennes, mais aussi au-delà de ces institutions. Donc tout d'abord, au cœur des institutions onusiennes, on peut dire qu'il y a plusieurs formes de résistance. Elles sont diverses, mais elles ont un double objectif, à savoir faire entendre leurs demandes spécifiques de droit, tout en fournissant des informations concrètes qui sont venues du local au sujet de problématiques auxquelles elles font face, et cela dans le but d'influer sur l'agenda politique et sur aussi la création des normes juridiques au sein des Nations Unies. Donc on peut noter plusieurs types d'actions. Alors très souvent, en amont des événements organisés aux Nations Unies, il y a un processus local de récolte de l'information qui permet en fait de faire passer des préoccupations locales jusque dans la sphère internationale. On peut prendre pour exemple le travail de Tsununira, qui est une association guatémaltèque qui rassemble des femmes mayas, garifunas et xincas. Et en 2019 et 2017, dans le cadre de l'examen du Guatemala par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui est le comité en fait spécifique des Nations Unies qui permet de voir à quel point les États respectent leurs obligations conventionnelles au regard des droits reconnus pour les femmes. Dans le cadre de cet examen-là, l'organisation avait fourni des informations au travers ce qu'on appelle un shadow report sur la violence et les discriminations contre les femmes autochtones dans le pays. Et en amont avaient été organisés des ateliers dans les communautés, des workshops, des réunions, des enquêtes de terrain. Bref, tous ces rapports qui sont produits par des organisations de femmes autochtones et communiqués de l'échelle locale jusqu'à l'international vont en fait représenter une forme de contre-discours notamment à celui des États sur la scène internationale, et en cela, ils constituent des formes de résistance. Ils vont aussi permettre de rendre visible l'expérience vécue des femmes autochtones. Il y a aussi un rôle clé qui est lié à la participation directe des femmes autochtones durant des événements, des conférences et des réunions onusiennes en tant que telles. On peut notamment citer l'exemple de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, qui est devenue vraiment l'espace central de rassemblement et de prise de parole des peuples autochtones, mais aussi des femmes autochtones. Et ça a des effets concrets qui se traduisent par une reconnaissance croissante au sein des Nations Unies de leurs besoins spécifiques. Et notamment, je voulais citer le rapport de la 18e session de l'instance permanente en 2019 qui appelait les organes des Nations Unies à reconceptualiser les questions de droit pour y inclure le lien entre droits individuels, donc les droits des femmes, entre guillemets, enfin, droits perçus en tant que femmes individuellement, et les droits collectifs, donc plutôt là qui se rattachent au corps des droits reconnus au peuple autochtone. Et il y a aussi d'autres types d'événements qui sont organisés, c'est les événements parallèles, qui sont organisés durant les sessions officielles des Nations Unies, mais cette fois-ci, non pas par les organes des Nations Unies, mais par les femmes autochtones elles-mêmes, ce qui leur permet à la fois de contrôler les thématiques, la manière dont ces thématiques sont traitées, le déroulé et l'agenda. Et contrairement, évidemment, ça c'est très important parce que dans le cadre des événements strictement organisés par les Nations Unies, elles n'ont aucun contrôle sur la manière dont les sujets vont être traités, la manière dont la parole est distribuée, tellement c'est aussi formalisé. Ces événements parallèles, ils vont constituer des espaces de réflexion sur des thématiques spécifiques, mais aussi de coopération et d'échange de compétences concrètes entre des militantes qui sont venues de territoires différents et qui se retrouvent l'espace de parfois une semaine, 2 semaines aux Nations Unies. Néanmoins, il faut quand même noter qu'elles font face à de nombreux obstacles pour accéder aux Nations Unies, économiques, politiques, symboliques. D'une part, participer aux activités des Nations Unies nécessite des ressources financières importantes pour voyager, se loger, vivre dans des villes qui sont souvent extrêmement coûteuses, telles que Genève et New York, parfois pour des durées de plusieurs semaines. L'accès est aussi limité par des contraintes procédurales et administratives. Par exemple, le fait de devoir obtenir un visa peut être extrêmement compliqué lorsque certains groupes ou associations autochtones sont criminalisés, ou bien la nécessité d'obtenir un statut spécifique qui est appelé le statut ECOSOC pour pouvoir prendre la parole
aux Nations Unies. Il y a aussi des contraintes linguistiques, évidemment, puisqu'il faut parler une des langues officielles, en tout cas dans les événements officiels des Nations Unies, ce qui de fait empêche l'utilisation des langues autochtones. Et du coup, en dehors de ces actions qui sont menées au sein des institutions onusiennes, on voit aussi se développer tout un ensemble d'actions extra-officielles, on va dire, dans le cadre hors des Nations Unies, mais qui sont complémentaires un petit peu avec toutes les actions plus officielles. Donc déjà, on peut citer l'importance de deux mouvements dans la structuration et la transnationalisation des demandes de droits des femmes autochtones, notamment le Forum international des femmes autochtones, qui est appelé le FIMI, et le Réseau continental des femmes autochtones, l'ECMI. Et on peut voir un petit peu plusieurs types d'actions que les femmes autochtones vont mener un petit peu dans ces sphères parallèles mais complémentaires aux Nations Unies. Donc, il y a déjà de nombreuses rencontres régionales qui sont organisées. On en a parlé un petit peu avant, mais elles permettent de tisser des liens entre des mouvements locaux, mais aussi de construire des stratégies collectives. C'est le cas notamment du Sommet des femmes autochtones qui est organisé régulièrement. Et le premier s'est tenu en 2002 au Mexique. Et ces réunions ont permis la construction d'un agenda politique commun qui est détaché du féminisme occidental, clairement, et qui plaide aussi pour une approche ancrée dans les expériences et les épistémologies spécifiques des femmes autochtones. On peut voir aussi que l'utilisation des réseaux sociaux joue une place primordiale. Ils permettent aux militantes venues de régions différentes, parfois extrêmement isolées, de se coordonner et d'échanger d'expériences. Et ça, on le voit de plus en plus, enfin, notamment avec la pandémie de la Covid-19. Et contrairement aux Nations Unies, où, comme on a vu, l'accès est peut-être très limité, les réseaux sociaux offrent au moins la possibilité d'élargir l'accès à ces espaces de discussion. Et enfin, il y a un volet aussi assez important, c'est celui qui est lié à la formation au militantisme international et qui est devenu un véritable enjeu aussi pour les femmes autochtones. Et ça se traduit par l'organisation d'un nombre croissant de workshops, de séminaires en ligne ou de stages, comme l'école de leadership, par exemple, des femmes autochtones qui est organisée par le FIMI chaque année en amont du forum permanent dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est organisé à New York et qui permet à ces activistes de construire des stratégies collectives et de se préparer au mieux ensemble à prendre la parole la semaine suivante lors du forum qui est organisé aux Nations Unies. Bref, ce qu'on voit en fait, c'est que ces stratégies, elles sont transversales, elles permettent aussi de tisser des liens entre le local et l'international, et puis surtout, elles sont nourries par leurs perspectives, leurs épistémologies et les expériences de ces femmes autochtones elles-mêmes. Et la question qu'on peut se poser derrière, c'est celle des effets de ces mobilisations stratégiques sur un droit qui, comme on a dit tout à l'heure, est réputé pour être stable, entre guillemets. Enfin, c'est le propre du droit aussi et de sa définition. Et du coup, la question, c'est dans quelle mesure ces mobilisations, ces résistances critiques peuvent au contraire influencer le droit onusien, notamment les droits onusiens, notamment, pardon, les droits humains. Et cette question, elle s'inscrit dans un contexte un petit peu plus général d'une dimension coloniale du droit international des droits de l'homme, puisqu'on sait qu'il a été historiquement construit par des États dominants et qui reflète aussi certaines conceptions, en partie occidentales, de ce que sont ou devraient être les droits humains. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte plus général. Et donc, la question, c'est comment leurs mobilisations vont participer de la décolonisation des droits humains, mais aussi de l'interculturalité. Donc, la question de l'interculturalité, elle ressort bien au travers des mobilisations des femmes autochtones sur la scène onusienne. Et peut-être pour commencer par une définition, l'interculturalité, c'est un processus qui admet la prise en compte de manières de voir le monde, d'expériences, de rationalité et d'épistémologie qui ont longtemps été marginalisées. L'interculturalité vise à ce titre à critiquer et dépasser la domination de certains schémas et épistèmes qu'on retrouve notamment dans le droit international et en particulier notamment dans le droit international dans sa formation historique, mais aussi le droit international des droits de l'homme. Et donc l'interculturalité, son objectif, c'est d'abandonner les référents dominants et sur le plan politique, ça suppose une participation élargie et aussi plus inclusive de celles et ceux qui ont été historiquement exclus de la sphère onusienne dans ce cas-là.
Et pour illustrer le potentiel transformateur de l'interculturalité et de ses conséquences possibles sur les normes, je voudrais mentionner le processus actuel d'élaboration d'une observation générale sur les droits spécifiques des femmes autochtones par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination contre les femmes. Donc, il faut savoir qu'une recommandation générale en droit, c'est un document qui donne des orientations explicites et doté d'une force juridique aux États concernant la manière dont ils doivent interpréter un traité. Et c'est une demande, cette demande de recommandation spécifique, qui a été faite depuis très longtemps par les activistes autochtones et qui, enfin, a été reconnue par les experts du comité qui ont annoncé qu'en 2021, ils travailleraient en collaboration avec elles sur cette recommandation spécifique. Dans ce cadre, en octobre dernier, une rencontre a été organisée sur Zoom, évidemment compte tenu de la pandémie, afin de sonder les attentes des femmes autochtones de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il y avait plus de 300 participantes et 2 questions, je pense, sont particulièrement intéressantes. C'est celle d'une part de la thématique qui devrait être intégrée dans cette observation. Et les réponses apportées par les participantes incluent l'empouvoirment, l'éducation multiculturelle, la représentativité, l'interculturalité, le changement climatique, les opportunités socio-économiques, l'inclusion sociale, la sécurité alimentaire, la participation politique et la gouvernance. Donc on voit ici vraiment la nécessité de prendre à la fois en compte des problématiques de droit, qui ont trait au droit collectif, mais également au droit individuel. Et la deuxième question, c'est celle qui portait sur la participation des femmes autochtones dans le processus justement d'élaboration de cette observation générale qui a vraiment été au cœur du débat. Elle suggère notamment d'organiser des ateliers dans les communautés, de réduire la fracture numérique, d'assurer un équilibre intergénérationnel, mais aussi d'expérience, d'ouvrir des espaces horizontaux de participation, donc c'est-à-dire ne pas seulement avoir des participantes venues qui soient des leaders, mais également des participantes venues des peuples, renforcer ce lien finalement entre activisme international et communauté locale et avoir davantage de coopération entre les organisations autochtones, la société civile, les écoles, mais aussi les autorités traditionnelles. Évidemment, il faudra voir le contenu de cette observation lorsqu'elle sera rendue publique, mais déjà on peut noter les apports des femmes autochtones qui ont été faits dans ce cadre-là, à savoir d'une part le besoin de déconstruire ce qu'on disait, la division entre droit collectif et individuel, mais aussi la nécessité d'élargir les modalités de participation dans la sphère onusienne. Et peut-être pour finir, la question qui se pose derrière tout ça, c'est aussi celle de la reconnaissance de nouveaux paradigmes, d'autres paradigmes que les paradigmes occidentaux qui sont actuellement utilisés comme référence majoritaire en droit international et a fortiori la décolonisation de ce droit. À ce titre, on peut citer l'exemple du concept de violence environnementale qui est porté par les femmes autochtones des Amériques depuis les années 2000 sur la scène internationale et qui est particulièrement révélateur. Ce concept a été utilisé notamment pour dénoncer les effets de l'exploitation économique et de la destruction de l'environnement par des acteurs privés, des entreprises, mais aussi des États, sur leur spiritualité, leur corps, mais également sur les cultures, les communautés et sur la Terre. En fait, ce concept, il est fondé sur la reconnaissance d'un lien très fort entre le corps des femmes et la Terre. Toutefois, ce qu'on voit, c'est vraiment un manque de reconnaissance de ce paradigme au sein des Nations Unies, puisqu'aujourd'hui, il n'a aucune force juridique en droit international des droits de l'homme. Il a été reconnu dans quelques documents, mais qui n'ont pas de valeur juridique, simplement symbolique. Et globalement, la normativité internationale ne reconnaît pas ce lien entre violence contre la personne, contre l'individu, et violence contre la terre. Donc, ce qu'on voit vraiment au travers de cet exemple, c'est que la demande de prise en compte de la violence environnementale appelle aussi à des changements de paradigme afin de faire évoluer les standards du droit international pour qu'ils reconnaissent toutes les formes de violence, dans cet exemple précis, telles qu'elles sont ressenties, conceptualisées, vécues et comprises par des femmes venues de territoires différents. Et derrière la reconnaissance de paradigmes alternatifs et d'épistémées alternatives se joue justement la décolonisation du droit international. Et juste pour conclure, on voit donc que c'était un petit peu Il faudrait, voilà.
Merci, je vais conclure rapidement du coup, merci. Le fil conducteur de cette présentation, c'était de montrer que les femmes autochtones cherchent à faire bouger les liens d'un consensus normatif et juridique international vers une meilleure prise en compte de leurs expériences, perspectives et une reconnaissance des formes de domination basées sur le genre, la race, le statut économique et souvent la ruralité de manière complexe et pas seulement de façon séparée comme ça a été fait globalement. Évidemment, ce constat ne doit pas masquer les difficultés de participation que nous avons évoquées, notamment et en particulier l'hostilité des États aussi à la reconnaissance de ces paradigmes. Et cela nous pousse, je crois, vraiment à repenser les conditions de participation pour qu'elles soient élargies, mais aussi pour qu'elles prennent en compte d'autres perspectives, comme on l'a mentionné. Et pour finir, juste ce qui cherchait à illustrer ces deux photos, c'est que ce qui joue aussi au travers de la participation, de la transnationalisation des demandes de droit, c'est ce lien qui est fait entre la recherche d'une justice au niveau local et la recherche d'une justice au niveau international, qui est à la fois un lien de complémentarité et qui permet aussi, dans une certaine mesure, et qui a pour ambition, on va dire, la décolonisation du droit international. Je vous remercie pour votre attention.